Bonsoir à tous et bienvenue sur Afrique décryptée. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un moment crucial pour l'avenir de la région des Grands Lacs. Le 10 février 2026, le Congrès américain a tenu sa deuxième audition sur les accords de Washington entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Cette session, présidée par le représentant Chris Smith, n'était pas une simple formalité diplomatique. C'était un exercice de pression politique, une évaluation impitoyable de la mise en œuvre d'un accord historique signé le 4 décembre 2025 sous la médiation du président Donald Trump. Ce qui rend cette audition particulièrement significative, c'est qu'elle révèle les tensions, les contradictions et les enjeux géopolitiques qui entourent ces accords. Derrière les discours officiels sur la paix, se cachent des questions fondamentales. Qui profite vraiment de ces accords? La RDC peut-elle échanger ses minerais contre la sécurité? Et quelle est la véritable place des acteurs de la société civile congolaise dans ce processus? Restez avec moi, car nous allons décrypter ensemble les points saillants de cette audition explosive. Pour comprendre l'importance de cette deuxième audition, rappelons brièvement ce que sont les accords de Washington. Signés le 4 décembre 2025 par les présidents Félix Tshisekedi de la RDC et Paul Kagame du Rwanda, ces accords représentent la première fois dans l'histoire moderne où les deux pays acceptent de s'asseoir ensemble pour négocier une fin au conflit qui ravage l'Est de la RDC depuis des décennies. Les accords comportent plusieurs volets essentiels. Premièrement, un accord de paix qui prévoit le retrait des troupes rwandaises du territoire congolais dans un délai de 90 jours. Deuxièmement, la RDC s'engage à neutraliser les forces démocratiques pour la libération du Rwanda, ou FDLR, cette milice accusée d'être composée de génocidaires responsables du génocide rwandais de 1994. Troisièmement, un cadre d'intégration économique régionale est établi, promettant une coopération sur les chaînes d'approvisionnement minières, les infrastructures, l'énergie et le tourisme. Mais voici l'élément qui rend cet accord unique et controversé. Les États-Unis ne sont pas qu'un simple médiateur. Washington devient partie prenante à travers des accords bilatéraux séparés avec la RDC et le Rwanda. Avec la RDC, les États-Unis ont signé un partenariat stratégique incluant un accès préférentiel aux minerais critiques, cobalt, cuivre, zinc, or. Avec le Rwanda, un cadre de prospérité économique partagée a été établi. Comme l'a souligné le chercheur Christian Geronema du Carnegie Endowment for International Peace lors de l'audition, cette dimension transactionnelle pose une question fondamentale. L'administration Trump utilise-t-elle la médiation de paix comme levier pour sécuriser les intérêts économiques américains, particulièrement dans le contexte de la compétition avec la Chine? Le représentant Chris Smith, président du sous-comité Afrique des Affaires étrangères de la Chambre des représentants, a ouvert l'audition avec un discours sans équivoque. Pour Smith, les accords de Washington représentent un tournant historique, la première fois en 30 ans qu'un progrès substantiel est accompli sur ce conflit. Smith a été clair. Il y a des saboteurs du processus de paix. L'attaque de Kisangani qu'il a mentionné n'est qu'un symptôme de cette résistance persistante. Son objectif pour cette audition? S'assurer que toutes les parties comprennent les bénéfices des accords et que les gouvernements de la RDC et du Rwanda sont clairs sur les étapes à franchir. Mais ce qui est critique, c'est le concept d'opération en 4 phases que Smith a souligné. Ce CONOP, comme on l'appelle dans le jargon diplomatique, synchronise 2 processus, le retrait progressif des troupes rwandaises et l'élimination de la milice FDLR par la RDC. Pour le Rwanda, c'est une condition non négociable, pas de retrait sans neutralisation de la FDLR. Pour la RDC, c'est une question de souveraineté. Pourquoi devrait-elle agir sous la pression rwandaise? Smith a également mis l'accent sur un point rarement mentionné dans les analyses mainstream, la dépendance américaine aux minerais qui financent le Parti communiste chinois. Il a évoqué son projet de loi, le Cobalt Supply Chain Act, qui vise à bloquer l'importation de biens contenant du cobalt raffiné en Chine, sous présomption que ce cobalt est extrait ou transformé avec du travail forcé d'enfants en RDC. Cette dimension anti-chinoise des accords de Washington est cruciale à comprendre. Pour Washington, sécuriser l'accès aux minerais critiques congolais n'est pas seulement une question commerciale. C'est une question de sécurité nationale dans le contexte de la rivalité avec Pékin. Parlons maintenant du cœur du problème, les FDLR. Cette milice est présentée par le Rwanda comme une menace existentielle, un groupe génocidaire qui menace la sécurité nationale rwandaise. Le représentant Smith a répété cette position. L'idéologie génocidaire des FDLR demeure la principale préoccupation sécuritaire pour le Rwanda. Mais voici où les choses deviennent complexes. Lors de l'audition, plusieurs voix ont contesté ce narratif uniforme. Des analystes comme Christian Geronema ont suggéré que la réalité des FDLR est plus nuancée que le discours officiel ne le laisse entendre. Premièrement, la composition des FDLR a évolué au cours des 3 décennies depuis le génocide rwandais. Beaucoup de membres actuels n'ont jamais participé au génocide,
Ils sont nés dans les camps de réfugiés. Deuxièmement, il existe des preuves que le Rwanda lui-même a réintégré d'anciens membres des FDLR dans ses forces armées et ses institutions gouvernementales, ce qui contredit le discours selon lequel tout membre des FDLR est un génocidaire incurable. Troisièmement, et c'est peut-être le point le plus controversé. Certains observateurs suggèrent que le Rwanda bénéficie du maintien de l'existence des FDLR comme prétexte pour justifier sa présence militaire en RDC et son contrôle sur les zones riches en minerais de l'Est congolais. Le dilemme pour la RDC est évident. Comment neutraliser une milice dont beaucoup de combattants se trouvent dans des zones contrôlées par le M23, le mouvement rebelle soutenu par le Rwanda? Comment Kinshasa peut-il agir dans des territoires qu'il ne contrôle plus? Lors de l'audition, il a été rapporté que l'armée congolaise a commencé des opérations d'information, largage de tracts depuis des avions, messages à travers des haut-parleurs et stations de radio locales, pour encourager les membres des FDLR à se désarmer. Mais est-ce suffisant? Et surtout, le Rwanda acceptera-t-il que cette approche plus douce constitue une neutralisation? L'un des moments les plus significatifs de l'audition a été la discussion sur le rôle de la société civile congolaise, particulièrement la SANCO et le CC. Pour ceux qui ne sont pas familiers, la SANCO est la Conférence épiscopale nationale du Congo, l'organisation qui regroupe les évêques catholiques de la RDC. Le CC est l'Église du Christ au Congo, qui rassemble plus de 60 dénominations protestantes. Le représentant Chris Smith a été explicite. Aujourd'hui, alors que nous mettons en œuvre les accords de Washington, des organisations comme la SANCO et le CC ne sont pas de simples observatrices. Elles constituent la clé pour faciliter un dialogue national inclusif en RDC. Mais que font concrètement ces organisations? Depuis janvier 2025, la SANCO et le CC ont lancé une initiative appelée Pacte social pour la paix et le vivre ensemble. Cette feuille de route vise à mobiliser tous les acteurs congolais, sociétés civiles, confessions religieuses, partis politiques et même groupes armés, pour promouvoir la cohésion sociale et l'unité nationale. Ce qui est remarquable, c'est que ces leaders religieux ne se sont pas contentés de rester à Kinshasa. Ils ont rencontré le président Tshisekedi. Ils ont voyagé à Goma pour rencontrer les leaders du M23 et de l'Alliance Fleuve Congo, dont Corneille Nangaa. Ils ont même rencontré le président rwandais Paul Kagame. Leur message? La solution au conflit ne viendra pas des armes, mais du dialogue. Lors de l'audition, la représentante Sheila Cherfilu-McCormick a posé une question cruciale à Christian Géronema. La société civile en RDC constitue une vaste mosaïque, comment identifier les acteurs clés sans en froisser certains? La réponse de Nema a été diplomatique mais révélatrice. La SANCO et le CC restent les organisations capables de rassembler le plus largement. Mais il a ajouté un avertissement important. Les mécanismes gouvernementaux pour protéger la société civile, notamment les femmes victimes de violences, relèvent encore davantage de la théorie que d'actions concrètes sur le terrain. Ceci soulève une question fondamentale. Peut-on vraiment compter sur la société civile pour combler le vide laissé par l'État? Et plus important encore, le gouvernement Tshisekedi est-il prêt à céder un espace politique réel à ses acteurs? Smith a mentionné qu'il avait rencontré les leaders de la SANCO et l'ECC le matin même de l'audition, exprimant l'espoir que le dialogue national pourrait commencer ce mois-ci avec l'assistance du président de l'Union africaine et du président angolais Joao Lourenço. Mais la grande question demeure, ce dialogue sera-t-il véritablement inclusif ou sera-t-il manipulé pour servir les intérêts du pouvoir en place? Un autre point soulevé lors de l'audition concerne les violences faites aux femmes dans l'est de la RDC. Christian Géronema a été sans ambiguïté. Ces violences sont perpétrées par l'ensemble des groupes armés, y compris les Wazalando. Qui sont les Wazalando? Le terme signifie patriote en swahili. Ce sont des milices d'autodéfense locales, souvent présentées comme des combattants de la liberté qui résistent à l'occupation rwandaise. Mais la réalité est plus complexe. Certaines de ces milices ont été cooptées par l'armée congolaise, la FARDC, dans sa lutte contre le M23. D'autres opèrent de manière indépendante, avec leurs propres agendas. Ce qui est troublant, c'est que ces milices, tout en se présentant comme protectrices des populations locales, sont également impliquées dans des violations graves des droits humains, notamment des violences sexuelles utilisées comme armes de guerre. La représentante Sarah Jacobs a souligné un point crucial lors de l'audition. L'armée de la RDC a, selon les rapports, poursuivi sa collaboration avec les Forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, une milice fondée par les responsables du génocide rwandais de 1994, en contravention des accords. Ceci met en lumière une contradiction majeure. Comment la RDC peut-elle sincèrement s'engager à neutraliser les FDLR tout en collaborant militairement avec eux contre le M23? Pour beaucoup d'observateurs, cette collaboration est une réponse pragmatique à l'agression rwandaise. Mais pour les partisans des accords de Washington, c'est une violation flagrante qui compromet tout le processus.
L'honorable Tony Hall, ancien ambassadeur auprès de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, a apporté une perspective particulièrement intéressante lors de l'audition. Hall, qui a travaillé sur les questions africaines pendant des décennies, a déclaré : « Cependant, depuis trop longtemps, les autorités locales sont de mèche avec des entreprises étrangères corrompues qui extraient ces minerais en exploitant la main-d'œuvre pour s'enrichir et trompent les consommateurs américains et les pays occidentaux. » Cette déclaration ne nomme pas explicitement la Chine, mais le contexte est clair. La Chine contrôle actuellement environ 80% de la production mondiale de cobalt raffiné, dont une grande partie provient de la RDC. Des entreprises chinoises comme China Molybdenum, CMOC, opèrent certaines des plus grandes mines de cobalt au monde dans le Katanga. Le représentant Smith a fait le lien explicite. En 2023 et 2025, j'ai tenu des auditions soulignant que les plus grands bénéficiaires du conflit et du système des minerais critiques, les entreprises minières étatiques chinoises, restent silencieux, refusant de confronter une réalité indéniable. De la terre à la batterie, du cobalt aux voitures, toute la chaîne d'approvisionnement est construite sur la violence, l'exploitation et la corruption. Cette rhétorique anti-chinoise n'est pas nouvelle, mais elle prend une signification particulière dans le contexte des accords de Washington. Les États-Unis ne cherchent pas seulement à apporter la paix en RDC, ils cherchent à restructurer les chaînes d'approvisionnement mondiales en minerais critiques pour réduire la dépendance à la Chine. Christian Geronema a souligné dans ses recherches que la stratégie du président Tshisekedi est conçue pour aider l'administration Trump à atteindre deux objectifs significatifs. Sécuriser l'accès aux minerais critiques et freiner l'expansion de la Chine dans la chaîne d'approvisionnement minière. Mais voici la question que personne ne pose publiquement. La Chine va-t-elle simplement accepter d'être évincée de la RDC ? Pékin a investi des milliards de dollars dans les infrastructures congolaises et a développé des relations stratégiques avec Kinshasa depuis des décennies. Un revirement soudain vers Washington pourrait avoir des conséquences géopolitiques majeures. Malgré la signature solennelle des accords de Washington et les déclarations optimistes des officiels américains, des voix critiques se sont élevées pour questionner la sincérité des parties. Selon les recherches publiées, en novembre 2025, des activistes congolais des droits civiques ont décrit l'accord comme un pacte où aucune des deux parties n'est sincère dans le respect de ses engagements. Le Rwanda refuse de retirer ses troupes tant que les FDLR ne sont pas neutralisés, tandis que la RDC insiste pour que les deux processus se déroulent simultanément. Plus troublant encore, le cessez-le-feu avec le M23 a été violé par les deux camps à plusieurs reprises. En décembre 2025, quelques jours seulement après la signature officielle des accords à Washington, le président Tshisekedi a publiquement accusé le Rwanda de violer l'accord de paix. Le ministre des Affaires étrangères burundais a allégué que 8000 soldats rwandais étaient présents dans le Sud Kivu. Lors de l'audition, Christian Geronema a exprimé une préoccupation fondamentale. Il est essentiel que les États-Unis réaffirment clairement que l'accord de Washington entre la RDC et les États-Unis ne doit en aucun cas être instrumentalisé à des fins de blanchiment face à la mauvaise gouvernance. Cette déclaration est lourde de sens. Nema suggère essentiellement que les États-Unis ne doivent pas utiliser les accords de Washington pour légitimer ou excuser les problèmes structurels de gouvernance en RDC. Il a poursuivi. L'époque où les États-Unis soutenaient le régime de Mobutu en dépit des principes de bonne gouvernance est révolue. Cette référence à Mobutu Sese Seko, le dictateur zaïrois soutenu par Washington pendant la guerre froide malgré sa corruption et son autoritarisme, est un avertissement clair. L'histoire ne doit pas se répéter. Les minerais ne doivent pas servir de prétexte pour fermer les yeux sur la mauvaise gouvernance. Examinons maintenant les défis concrets de la mise en œuvre des accords. Le mécanisme conjoint de coordination sécuritaire, JSCM, a été établi pour superviser le processus. Ce mécanisme comprend des représentants de la RDC, du Rwanda, des États-Unis, du Qatar, du Togo, en tant que facilitateur de l'Union africaine et de la Commission de l'Union africaine. Entre septembre et novembre 2025, le JSCM s'est réuni 4 fois. Lors de ces réunions, les parties ont développé un ordre opérationnel, OPOR, pour mettre en œuvre le concept d'opération, CONOP, de neutralisation des FDLR et de désengagement des forces rwandaises. Le CONOP prévoit un processus en phases. La phase 1 comprend le partage de renseignements, les opérations d'information menées par la RDC pour sensibiliser les communautés accessibles et encourager les membres des FDLR à déposer les armes. Les discussions sur la phase 2, qui inclurait des actions pour neutraliser les FDLR et lever les mesures défensives du Rwanda, ont commencé lors de la 4e réunion du JSCM en novembre 2025. Mais voici le problème. À la mi-septembre 2025, la mise en œuvre de l'accord était au point mort. Les troupes rwandaises ne s'étaient pas retirées de la RDC, les FDLR n'avaient pas été démantelés, et les pourparlers entre le M23 et le gouvernement congolais n'avaient pas abouti à un accord de paix.
Le calendrier ambitieux de 90 jours pour le retrait rwandais s'est avéré irréaliste. Au moment de l'audition de février 2026, plus de 2 mois après la signature officielle des accords à Washington, les combats continuaient dans l'est de la RDC. L'une des questions les plus sensibles soulevées indirectement lors de l'audition concerne la souveraineté congolaise. En échangeant un accès préférentiel à ces minerais contre une promesse de sécurité, la RDC ne compromet-elle pas son autonomie stratégique? Le partenariat stratégique signé entre les États-Unis et la RDC est révélateur. L'accord établit un comité stratégique conjoint, JSC, composé de 5 représentants américains et 5 représentants congolais. Ce comité servira de plateforme principale pour mettre en œuvre les objectifs de l'accord. L'article 11 de l'accord mentionne l'établissement d'une réserve stratégique de minerais, SMR, située en RDC. Cette réserve vise à assurer un approvisionnement prévisible et durable en minerais critiques, notamment le cobalt, pour les États-Unis et à renforcer la capacité de la RDC en matière de gestion domestique des ressources, de stabilisation de la valeur, de bénéficiation locale, d'industrialisation et de création d'emplois. Sur le papier, cela semble être un partenariat gagnant-gagnant. Mais dans la pratique, cela signifie que Washington aura un droit de regard et potentiellement un contrôle sur la gestion des ressources minières congolaises les plus stratégiques. Certains analystes ont comparé cet arrangement à une forme de néocolonialisme moderne, où au lieu de contrôler directement le territoire, les puissances extérieures contrôlent les ressources à travers des mécanismes juridiques et économiques. Christian Geronema a soulevé cette préoccupation de manière diplomatique lors de l'audition, suggérant que les États-Unis doivent être vigilants pour ne pas reproduire les erreurs du passé où la recherche d'intérêts stratégiques a conduit au soutien de régimes corrompus et autoritaires. Alors, que nous réserve l'avenir? Plusieurs scénarios sont possibles. Le scénario optimiste, les accords de Washington fonctionnent. La RDC neutralise progressivement les FDLR à travers une combinaison de désarmement volontaire et d'opérations militaires ciblées. Le Rwanda, constatant que la menace sécuritaire diminue, retire progressivement ses troupes. Le M23 accepte de déposer les armes dans le cadre du processus de Doha. Un dialogue national inclusif facilité par la SANCO et l'ECC aboutit à des réformes de gouvernance. La région connaît enfin la paix et peut se concentrer sur le développement économique. Le scénario pessimiste, les accords de Washington échouent. Le Rwanda trouve toujours des prétextes pour ne pas retirer ses troupes, arguant que les FDLR ne sont pas complètement neutralisés. La RDC continue de collaborer avec les FDLR contre le M23, en violation des accords. Les violations du cessez-le-feu se multiplient. Le M23 élargit son contrôle territorial. Les États-Unis, frustrés par le manque de progrès, réduisent leur engagement. La région retombe dans un cycle de violence. Le scénario le plus probable se situe probablement entre ces deux extrêmes. Les accords de Washington ne résoudront pas tous les problèmes de la région des Grands Lacs du jour au lendemain. Mais ils pourraient créer un cadre et des incitations suffisantes pour réduire progressivement le niveau de violence. L'engagement des États-Unis est crucial, mais il est aussi conditionnel. Comme l'a clairement indiqué le représentant Smith, Washington attend des résultats concrets. Si les parties ne respectent pas leurs engagements, l'enthousiasme américain pourrait rapidement diminuer. La nomination de facilitateurs par l'Union africaine et l'organisation d'une réunion de haut niveau à Lomé, au Togo, en janvier 2026, suggèrent que les acteurs régionaux africains prennent également leurs responsabilités. C'est encourageant, car une paix durable ne peut être imposée de l'extérieur, elle doit être appropriée par les Africains eux-mêmes. Mes chers téléspectateurs, cette deuxième audition parlementaire sur les accords de Washington nous révèle plusieurs vérités inconfortables. Premièrement, la paix en RDC ne peut pas être séparée de la question des minerais. Les intérêts économiques et les préoccupations sécuritaires sont profondément entremêlés. Washington ne médit pas ce conflit par pure philanthropie, il y a des intérêts stratégiques majeurs en jeu. Deuxièmement, la société civile congolaise, incarnée par la SANCO et l'ECC, joue un rôle de plus en plus important. Ces organisations ont la légitimité et la confiance que le gouvernement congolais a souvent perdue. Leur capacité à faciliter un dialogue inclusif pourrait être déterminante pour l'avenir du pays. Troisièmement, la question des FDLR est beaucoup plus complexe que le narratif simpliste de génocidaires à éliminer. Leur neutralisation nécessitera une approche multidimensionnelle combinant sécurité, justice et processus de réconciliation. Quatrièmement, la sincérité des parties reste douteuse. Les violations répétées du cessez-le-feu et les accusations mutuelles suggèrent que ni la RDC ni le Rwanda ne sont pleinement engagés dans le processus de paix. Enfin, la souveraineté congolaise est en jeu. En échangeant des minerais contre de la sécurité, la RDC prend un pari risqué qui pourrait soit la stabiliser, soit la placer dans une nouvelle forme de dépendance. Les accords de Washington ne sont ni une panacée ni une arnaque totale.
Ils sont une opportunité, une fenêtre qui pourrait se fermer rapidement si les acteurs ne saisissent pas le moment. Comme l'a dit Christian Geronema, l'époque de Mobutu est révolue. Les peuples africains ne doivent plus accepter que leurs ressources soient échangées contre un soutien à des régimes corrompus. Et la bonne gouvernance, le respect des droits humains et la transparence doivent être au cœur de tout partenariat. Chers téléspectateurs, continuons à suivre de près l'évolution de cette situation. La paix en RDC est l'affaire de tous les Africains, car un Congo stable et prospère bénéficierait à toute la région, voire au continent entier. Merci de m'avoir suivi sur Afrique Décrypte. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos analyses. À très bientôt pour un nouveau décryptage.